Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va voir un nouveau modèle parmi les modèles de la recherche d'information qui est le modèle vectoriel, ou bien en anglais le VSM. Donc, c'est Vector Space Model. Vous voyez, donc les acronymes ici du VSM, V c'est Vector, S Space, and M is Model, c'est-à-dire le modèle vectoriel. Bien. Donc, le plan de l'exposé est le suivant. Premièrement, on va voir la définition du modèle VSM. Puis, puisque c'est un modèle, donc on va voir les concepts ou bien les composants du modèle VSM. Puis, on va voir la représentation d'un document dans le VSM et aussi la représentation d'une requête dans le VSM. Et puis, on va passer au calcul de la similarité dans le VSM parce que ce calcul-là, c'est-à-dire de la similarité, il est important pour faire la correspondance entre documents et requêtes et voir quels sont les documents pertinents vis-à-vis de la requête, bien sûr. Et puis, on va voir un exercice d'application corrigé pour mieux comprendre les différentes étapes qu'utilise le modèle VSM pour donner ou bien retourner des documents pertinents. Très bien. Donc, premièrement, le modèle bien VSM, c'est un modèle qui était proposé par Gérard Saltan dans les années 1970. D'accord? Donc, je vais corriger ici. C'est une erreur d'orthographe. Bien de saisie. C'est VSM. Ok? Bien. Donc, le modèle VSM était proposé par Gérard Saltan dans les années 1970, 71 plutôt. Il se base sur une formalisation algébrique ou bien vectorielle. Donc, à l'origine, ce modèle était concerné aux documents textuels, puis dernièrement, avec les recherches scientifiques avancées, il est étendu à d'autres types de documents. Donc, l'ensemble des termes d'indexation vont former un espace vectoriel. Les documents sont des vecteurs dans cet espace vectoriel et les requêtes sont des vecteurs dans cet espace vectoriel. Donc, vous voyez que ce modèle utilise des concepts mathématiques. Donc, c'est un modèle formel. Bien. Et il utilise une partie des mathématiques qui est l'algèbre linéaire. Vous voyez, c'est pour ça qu'on utilise un espace vectoriel et des vecteurs et bien sûr les calculs sur ces vecteurs. Bien. Donc, pour mieux comprendre ce modèle, l'étudiant doit faire un petit rappel ou bien une révision sur l'algèbre linéaire ou bien l'algèbre sur les espaces vectoriels. D'accord? Bien. Donc, puisque c'est un modèle, donc on va voir les constituants du modèle ou bien les concepts du modèle VSM. Donc, le modèle, il est constitué de trois concepts. Il y a l'ensemble T, l'ensemble D et l'ensemble Q. Et bien sûr, il y a la notion WIJ. Donc, on va détailler. Donc, soit un ensemble T qui est formé de n termes, T1, T2 jusqu'à Tn. C'est l'ensemble des termes d'indexation ou bien des termes de la collection des documents. Donc, l'ensemble T, qui est formé des termes d'indexation, engendre l'espace vectoriel de dimension n. Donc, ici, l'espace vectoriel qu'on va utiliser, sa dimension dépend du nombre de termes d'indexation. Vous voyez? Donc, l'ensemble T engendre l'espace vectoriel de dimension n. Maintenant, l'ensemble T est appelé vocabulaire et c'est l'ensemble des termes d'indexation du corpus. Donc, sur le plan terminologie, cet ensemble T qui engendre l'espace vectoriel de dimension n s'appelle vocabulaire. Donc, c'est la vocabulaire du modèle VSM. Deuxièmement, il y a le vocabulaire. Je m'excuse, c'est le vocabulaire. C'est masculin. Maintenant, les termes du vocabulaire, ce sont les termes d'indexation. Donc, ces termes-là peuvent être des mots, comme ça, des mots, c'est-à-dire simples, ou bien des groupes de mots, ou bien même des phrases. Vous voyez? Donc, le vocabulaire, il y a plusieurs façons de le représenter. Maintenant, il y a l'ensemble D qui est formé de D1, D2 jusqu'à DM, c'est-à-dire de M documents. C'est l'ensemble des documents du corpus. Donc, un document DI, puisqu'on a un espace vectoriel, donc un document DI est représenté par un vecteur. Et on sait que dans l'algèbre linéaire, un vecteur, c'est-à-dire on peut le représenter grâce à ses composants. Donc, le DI il est représenté par un vecteur dont les composantes de ce vecteur sont les poids des termes TI, c'est-à-dire des termes TJ. Les poids, ils sont c'est-à-dire notés par WIJ. Donc,
Je répète, un document DI du corpus est représenté par un vecteur dont les composantes sont les poids WIJ des termes TJ dans le document DI. Donc vous voyez que ici, pour représenter un document dans ce modèle, c'est cette représentation. Donc on donne le nom du document DI égale, on ouvre la parenthèse, et ici on a les différents poids du terme TI. Ici par exemple WI 1, c'est le poids du terme 1, T1 dans le document DI. Le WI2, c'est le poids du terme T2 dans le document DI, jusqu'à bien sûr WIN. Donc I allant de 1 à N. Le I, c'est-à-dire le nombre de documents, c'est de 1 à M. Et bien sûr, le nombre des termes, c'est de 1 à N. Vous voyez, il faut différencier entre les compteurs des termes et le compteur des documents. Bien. Donc le I, il varie de 1 à M et le J, il varie de 1 à N. Le I, c'est le nombre des documents et le J, c'est le nombre des termes, c'est-à-dire du vocabulaire. Bien. Aussi, on a l'ensemble Q qui est formé des différentes requêtes. Donc, en général, on utilise une seule requête pour illustrer le modèle, mais on peut avoir plusieurs requêtes. Donc, l'ensemble Q qui est formé de Q1, Q2 jusqu'à QK. Donc, et l'ensemble des requêtes documents du corpus. Ici, je vais faire un espace. Je suis en train de corriger en même temps. Très bien. Donc, très bien. Donc, ici, on a Q qui est l'ensemble des requêtes Q1, Q2 jusqu'à QK et l'ensemble des requêtes documents plutôt, c'est l'ensemble des requêtes ici, il y a une erreur. Donc, le Q, c'est l'ensemble des requêtes du corpus, ok. Donc, c'est l'ensemble des requêtes c'est l'ensemble, ici, très bien. Donc, c'est l'ensemble des requêtes du document. Donc, c'est des erreurs de saisie que je suis en train de rectifier. C'est toujours bien d'être exact dans son écriture. Donc, une requête, c'est-à-dire l'ensemble Q qui est formé de Q1, Q2 jusqu'à QK, et l'ensemble des requêtes du corpus. Très bien. Puisqu'on est dans le VSM, une requête Q est représentée par un vecteur dont les composantes sont les poids des termes TJ dans la requête DI. Dans la requête Q, L. D'accord? Bien. Donc, je répète. Donc, une requête Q est représentée par un vecteur dont les composantes sont les poids des termes TJ dans la requête QL. Bien sûr, L, il varie de 1 à K. C'est le compteur de la requête, c'est-à-dire de l'ensemble des requêtes. Donc, vous voyez que j'ai différencié entre les compteurs de l'ensemble T qui est le vocabulaire. Donc, on a N termes. Et puis, on a le compteur des documents. Donc, on a M documents. Et on a le compteur des requêtes. On a K requêtes. Donc, c'est des compteurs différents parce que selon c'est-à-dire le problème, bien selon le corpus et les requêtes, on a des nombres différents de termes, des nombres différents de documents et des nombres différents de requêtes formulées. Très bien. Donc, une requête, elle est aussi représentée par un vecteur dont les composantes sont les poids des termes TJ dans la requête QL. Donc, Q, on a WQ1, WQ2 jusqu'à WQN. Donc, WQ1, c'est le poids du terme T1 dans la requête Q. Vous voyez, donc de 1 jusqu'à N terme. Très bien. Donc, les WIJ est le poids du terme TJ dans le document. Donc, on a DI. Donc, I allant de 1 à N, J allant de 1 à N. Et WQJ est le poids du terme TJ dans la requête Q. Vous voyez? Donc ici, je vous ai donné les différents concepts du modèle, bien constituant du modèle VSM. Maintenant, on va le voir géométrique, c'est-à-dire sur le plan géométrique. Donc, puisqu'on est dans l'espace vectoriel, donc on va faire un petit rappel. En mathématiques, plus précisément en algèbre linéaire, un espace vectoriel est un ensemble d'objets appelés vecteurs. Donc, l'espace vectoriel, il est formé de vecteurs que l'on peut additionner entre eux et que l'on peut multiplier par un scalaire pour les étirer, les rétrécir, les tourner, etc. Donc, la représentation, elle est vectorielle. On a des vecteurs et on peut faire des calculs sur ces vecteurs, bien sûr, dans un certain but pour pouvoir, c'est-à-dire utiliser ces vecteurs dans notre étude. Donc, la représentation géométrique est la suivante. Donc, on a la dimension de l'espace vectoriel, c'est selon le nombre des termes d'indexation, ou bien le nombre n de l'ensemble T
qui est T1, T2 jusqu'à Tn. On a dit que l'ensemble T, c'est le vocabulaire, c'est-à-dire il est appelé le vocabulaire du modèle VSM. Donc, la dimension de l'espace vectoriel qu'on utilise dans notre étude, c'est selon le nombre de termes d'indexation, ou bien la taille du vocabulaire, T. Très bien. Donc ici, par exemple, on a un exemple, on a un espace vectoriel tridimensionnel, c'est-à-dire dimension égale à 3. Donc on a 3 termes d'indexation, T1, T2, T3. Donc la taille du vocabulaire est égale à 3. Et on a 3 documents, D1, D2, D3. Donc vous voyez qu'on a tracé les vecteurs de chaque document et de la requête. Vous voyez que chaque document il est représenté par un vecteur. Donc conséquent, un vecteur il a un sens, il a des composantes. On a le vecteur en rouge ici, c'est le vecteur de la requête Q. D'accord. Et puis, on va tracer les angles entre le vecteur requête et les documents. Donc cet angle-là, on l'appelle θ. Parce que c'est cet angle-là qu'on va utiliser pour calculer la similarité entre les documents et la requête. Donc ça s'appelle la mesure cosinus qu'on va voir par la suite. Donc elle est, c'est-à-dire reliée au θ, c'est-à-dire à l'angle qui relie le vecteur Q avec, bien sûr, les différents vecteurs des documents. Comme ici θ, et c'est l'angle entre le Q et le document D2. Vous voyez? Donc c'est ça la représentation. Donc vous voyez qu'on essaie de profiter de la force du modèle mathématique et l'espace vectoriel pour pouvoir, c'est-à-dire l'utiliser dans notre recherche d'informations et retourner les documents pertinents d'un corpus, bien sûr selon la requête formulée par l'utilisateur. Donc c'est-à-dire ce modèle il est utilisé dans la conception et la réalisation d'un SRI, système de recherche d'information, c'est-à-dire dans la réalisation d'un logiciel qui s'appelle SRI, qui est un système de recherche d'information, comme par exemple les moteurs de recherche, Google, etc. Très bien. Donc on a compris maintenant la représentation des documents et des requêtes et des termes dans un modèle VSM. Donc on va passer maintenant à une petite remarque qui est prise en compte dans ce cas-là. Donc la représentation vectorielle ne tient pas compte de l'ordre d'apparition des termes dans les documents. Donc ici c'est une particularité de l'adaptation à ce modèle. Donc par exemple, si on a cette phrase-là, qui peut être dans un document textuel, un garçon mange une pomme. Donc cette phrase, elle est représentée par le même vecteur que une pomme mange un garçon. Ça c'est une requête par exemple. Donc un garçon mange une pomme, elle est prise par le même sens que une pomme mange un garçon. Donc l'ordre des termes, c'est-à-dire ici, l'ordre d'apparition des termes dans les documents n'est pas pris en compte, il n'est pas important. L'essentiel c'est l'existence des termes dans le document. Donc c'est ça, c'est-à-dire donc ici la notion de sémantique elle n'est pas prise en considération. Donc, pour cette raison, cette représentation est aussi connue sous le nom sac de mots ou bag of words en anglais. Donc la représentation vectorielle qui est utilisée dans le modèle VSM s'appelle aussi dans la littérature le bag of words en anglais, ou c'est une représentation sac de mots ou bien VSM. Très bien. Maintenant, puisqu'on a vu que pour pouvoir tracer un vecteur ici, le vecteur requête et le vecteur document, on a besoin de ces composants. Donc ici, ce sont les composants des vecteurs. Vous voyez, ici on a le vecteur DI, il a ces composantes-là qui sont les poids des termes dans le document. Et ici, pour le vecteur requête Q, on a ici les composantes du vecteur Q qui sont les poids des termes TJ dans la requête Q. Donc, je suis en train d'utiliser la terminologie de l'algèbre linéaire. Donc, pour pouvoir présenter ou bien, c'est-à-dire illustrer un vecteur, on a besoin de ces composantes vis-à-vis de l'espace vectoriel. Donc, dans notre cas, les composantes du vecteur sont les poids des termes dans la requête ou bien les composants du document qui sont le poids des termes dans le document. Vous voyez? Donc ici, le poids d'un terme dans un vecteur document, donc on parle ici du document, donc c'est le WIJ qui est le poids du terme TJ dans le document DI, et il représente, c'est-à-dire ce poids-là, quelle est sa sémantique, quel est son sens? Il représente l'importance du terme dans le document. Donc ici, on s'intéresse au document tout court, pas au corpus, un des documents du corpus. Donc c'est l'élément, l'unité.
Donc, le WIJ, qui est le poids du terme TJ dans le document DI, il représente premièrement l'importance du terme dans le document, deuxièmement, la discrimination du document dans le corpus. C'est grâce à ce poids qu'on peut pouvoir différencier le document vis-à-vis des autres documents du corpus. Et puis, le poids du terme dénote la capacité du terme à discriminer les documents. Donc, ça nous donne une certaine valeur qui va nous permettre c'est-à-dire de comparer ce document par rapport aux autres documents du corpus. C'est-à-dire, le mot discrimination, c'est le fait de comparer ce document vis-à-vis des autres documents du corpus, bien sûr, pour pouvoir dire s'il est plus pertinent ou non vis-à-vis des autres. Parce que, c'est-à-dire, en fin de compte, notre résultat, c'est-à-dire de recherche, c'est de lister, ou bien d'ordonner, ou bien de classer les documents du corpus selon un ordre de pertinence, bien sûr, vis-à-vis de la requête, qui a été formulée par l'acteur utilisateur, ou bien usager. Bien. Maintenant, on va passer sur le plan, c'est-à-dire formalisme de ce modèle. Donc, puisqu'on a des documents et des requêtes et des termes, donc ici, on va utiliser, puisqu'on a plusieurs termes et plusieurs documents, donc on va utiliser c'est-à-dire une notion mathématique qui est très importante et qui est beaucoup utilisée lorsqu'on a, c'est-à-dire un nombre volumineux d'informations, qui est la matrice. La matrice est très utilisée dans le domaine informatique. Et c'est un concept mathématique. Et il est fort quand même pour structurer des données volumineuses. Donc dans notre cas, puisqu'on a un vocabulaire T qui est formé de termes d'indexation T1 jusqu'à Tn, et on a aussi des documents D1 jusqu'à Dm, donc on va les illustrer avec une matrice qui a des lignes et des colonnes. Donc les lignes, ils vont, c'est-à-dire simuler les documents, et les colonnes, ce sont les termes. Donc ici, vous voyez que on a les éléments de la matrice, ce sont le poids du terme TJ dans le document TI. Donc, par exemple, ici W11, qui est l'élément de la matrice 1,1, c'est-à-dire il illustre le poids du terme T1 dans le document D1. Vous voyez, et la même chose, T2, c'est le poids du terme T2 dans le document D1, etc. Ici, WM2, c'est le poids du terme T2 dans le document, c'est-à-dire DM. Donc, on a jusqu'à M documents et jusqu'à N documents. C'est une structure qu'on va utiliser dans les calculs par la suite. Et même elle est utile lorsqu'on voudrait structurer les données dans la phase de l'implémentation d'un SRI. C'est-à-dire dans le cas de la programmation, lorsqu'on veut programmer un SRI, on peut utiliser des matrices pour structurer cette notion c'est-à-dire de représenter les documents dans le modèle VSR. Bien. La même chose, on a la matrice requête-terme, parce qu'on a beaucoup de requêtes et beaucoup de termes. Donc, on a la matrice requête-terme, c'est un ensemble de requêtes. Donc, on a l'ensemble de requêtes qui est formé de Q1 jusqu'à QK, et un ensemble du vocabulaire T qui est formé des termes d'indexation T1 jusqu'à Tn. Donc, ce sont des termes distincts, bien sûr. Donc, on ne peut pas avoir ici deux termes qui ont la même, c'est-à-dire deux mêmes termes dans le vocabulaire. Les termes T1 jusqu'à Tn sont distincts, sont différents. Donc, ils sont représentés par la matrice requête-terme, qui est la suivante. C'est la même chose. On a la seule différence, c'est qu'ici, les lignes, ce sont les requêtes et les colonnes sont les termes. Donc, par exemple, ici, le W11, c'est le poids du terme T1 de la requête Q1. Par exemple, ici, c'est M. Ouais, c'est W11, terme 1, 2, K. Non, ici, c'est K parce que c'est le terme K. Très bien. Donc, donc c'est la même chose, c'est la matrice requête-terme qui est représentée par les lignes sont les requêtes et les colonnes sont les termes. Et les éléments de la matrice, c'est les poids des termes TJ dans les requêtes QK. Très bien. Maintenant, on va parler du calcul du poids, c'est-à-dire, donc, on a vu que WIJ, c'est le poids c'est-à-dire c'est le poids du terme dans le document ou bien le poids du terme dans la requête. Premièrement, on va voir le calcul du poids du terme dans le document. Donc, il existe plusieurs schémas de pondération. Donc, on dit calcul du poids ou bien on dit pondération. Donc, c'est la même chose sur le plan sens. Donc, il existe plusieurs façons de calculer le poids ou bien plusieurs schémas de pondération pour la prise en compte du poids du terme dans le document. Donc, ici, on va parler du calcul du poids dans le document. Puis, on va voir le calcul du poids dans la requête. Parce que la notion poids,
elle se retrouve dans les composants de la requête et dans les composants du document. On va le revoir. Vous voyez ici la notion du poids. Donc on a un poids des termes du vocabulaire dans le document, c'est W, I, J, et on a le poids du terme dans la requête qu'on a nommé W, Q, K. Très bien. W, Q, K, M. Bien. Donc, premièrement, on parle du calcul du poids et la pondération dans le document, et puis on va parler du calcul du poids ou de la pondération dans la requête. Donc, concernant le document, donc il existe plusieurs schémas de pondération pour la prise en compte du poids du terme dans le document. La majorité des schémas utilisent la pondération locale et la pondération globale. Que veut dire une pondération locale et une pondération globale? Généralement, le local, ça concerne un seul document. On va voir le poids du terme dans un seul document. Et la pondération globale, on va voir le poids du terme dans le corpus, vis-à-vis du corpus, l'ensemble des documents, ou bien la collection. Très bien. Donc, le modèle vectoriel, il y a plusieurs schémas, bien sûr, de pondération. Le modèle VSL utilise le schéma TF et TF-IDF pour mesurer le poids d'un terme dans un document. On a déjà vu dans des vidéos précédentes la notion du schéma TF-IDF en détail. Donc, on la récupère ici dans un autre modèle qui est le modèle vectoriel. Donc, la pondération locale, qui s'appelle TF, permet de mesurer l'importance du terme dans le document. Si je corrige, dans le document, donc ici c'est O à la place du U. Très bien, donc je profite et je corrige mes diapos. Bien. Donc, la pondération locale TF, ou bien Term Frequency en anglais, c'est l'abréviation de Term Frequency en anglais, permet de mesurer l'importance du terme dans le document, ou bien la fréquence de l'existence du terme dans le document, ou bien le nombre d'occurrences du terme dans le document. Donc ici, pourquoi on dit local? Parce qu'elle concerne un seul document, c'est à l'intérieur du contenu du document. Alors que la pondération globale IDF, ou bien en anglais Inverse Document Frequency, elle prend en compte les informations concernant le terme dans la collection, ou bien dans le corpus, c'est-à-dire dans l'ensemble du document du corpus. C'est ça la différence entre local et global. Donc, bien sûr, comme on l'a déjà vu, la pondération locale TF, elle permet de mesurer l'importance du terme dans le document, et il y a plusieurs façons de la calculer, parce que c'est riche, c'est un modèle mathématique et statistique, bien probabiliste, c'est-à-dire c'est des notions de la probabilité statistique. Donc, on a plusieurs façons de la calculer. Donc, je vous donne ce tableau qui contient plusieurs façons de la calculer. Par exemple, il y a le facteur binaire, c'est la notion de présence ou absence du terme dans le document. Donc, le TFIJ, c'est-à-dire Term Frequency du terme J dans le document I, c'est 1 si le terme TJ appartient au document DI, est égal à 0 si le terme TJ n'appartient pas au document DI. Vous voyez, pardon. Donc, il faut bien lire cette expression. TFIJ, c'est Term Frequency du terme TJ dans le document TI. Il faut bien faire la différenciation entre les compteurs I et J, parce que lorsque vous voulez implémenter, c'est-à-dire programmer ces procédures de calcul, il faut un compteur pour le I, donc I allant de A à N, à M plutôt, M, c'est-à-dire le nombre de documents, et J allant de 1 à N, le nombre de termes du vocabulaire. Bien. Il y a aussi une autre façon de la calculer, le facteur fréquentiel, c'est la fréquence du terme dans le document, c'est le nombre d'occurrences. Donc on va compter le nombre d'existence du terme TJ dans le document DI. Donc TFIJ égale fréquence TJ DI, qui est la fréquence du terme TJ dans le document DI. Par exemple, on peut avoir le document T1 qui se trouve 3 fois. C'est-à-dire on le trouve 3 fois dans le document. Donc on va compter le nombre d'occurrences, ou bien le nombre d'existence du terme TJ dans le document DI. Et il y a toujours plusieurs, il y a même là le facteur logarithmique pour la normalisation, etc. Donc, toutes ces formules-là peuvent être utilisées pour le calcul du TF, c'est-à-dire la pondération locale TF. Donc, c'est à l'étudiant de voir, lorsqu'il y a un exercice ou bien il y a un thème, il y a un problème, il voudrait, c'est-à-dire mesurer cette pondération locale, il doit choisir une de ces mesures, ou bien de ces formules, ou bien de ces expressions. Très bien. Bien sûr, mathématiques. Maintenant, la pondération globale, qui est l'IDF, Inverse Document Frequency, donc elle prend en compte les informations concernant le terme dans la collection, bien dans le corpus. La même chose, sa formule, c'est-à-dire c'est une formule mathématique pour la calculer. Donc, soit un corpus, on va prendre un exemple parce que pour mieux comprendre, soit un corpus ou une collection de documents, on note D, et un terme d'indexation TJ. Donc, on mesure la rareté du terme TJ par l'inverse de sa fréquence dans D. Donc, la formule utilisée, c'est grand N sur DFJ.
c'est quoi le N et c'est quoi le DFJ. Donc le N, c'est le nombre des documents de le corpus, c'est la taille de la collection. Donc, par exemple, un corpus qui contient 100 documents. Donc N égale à 100, par exemple. Donc le N, c'est la taille ou bien le nombre de documents dans le corpus. Et le DFJ est le nombre de documents du corpus où le terme apparaît. Le DFJ, c'est-à-dire on compte le nombre de documents qui contiennent le terme. Vous voyez? Donc ça va nous donner l'inverse, c'est-à-dire le IDF. Donc cette mesure, elle va mesurer la rareté. C'est-à-dire, que veut dire la rareté? Si le terme, c'est-à-dire si cette valeur, elle est minime, c'est-à-dire le terme, il est rare, il se retrouve dans peu de documents. Donc c'est sûr qu'il va, c'est-à-dire, comment dirais-je, discriminer les documents qui contiennent ce terme par rapport aux autres documents. S'il est c'est-à-dire contenu dans plusieurs documents, donc ça veut dire que la discrimination, elle n'est pas vraiment ici, c'est-à-dire, elle ne donne pas vraiment la notion, c'est-à-dire le calcul de la pertinence, il est un petit peu pas trop exact. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on dit inverse, parce que le fait que si le terme est peu existant, la pertinence, elle est élevée. Si il est beaucoup utilisé, c'est-à-dire existant dans le corpus, donc la pertinence, elle est diminuée. Très bien. Maintenant, on va continuer toujours sur le calcul. Donc c'est N sur DFJ. La valeur obtenue, donc c'est-à-dire cette formule-là qui est une formule brute, N sur DFJ, si on a remarqué que si la valeur obtenue, elle croît très vite avec la taille N du corpus. Donc si N augmente, cette valeur, c'est-à-dire N sur DFJ augmente, c'est sûr, parce que si le numérateur augmente, ici c'est-à-dire le rapport augmente. Donc, on a voulu ajuster pour que le calcul soit très exact, on ajuste en prenant le logarithme de l'inverse normalisé. Donc IDFJ va être égal à logarithme de 1 sur DFJ. On a intégré le logarithme pour normaliser la formule et avoir un calcul plus, c'est-à-dire plus exact. Donc deux définitions sont utilisées aussi, on a d'autres définitions, donc on peut utiliser cette définition ou bien ces deux autres définitions, bien sûr, que j'ai empruntées de la littérature. Donc on a le IDF, il peut être égal à 1 plus log N sur DFJ, ou bien le IDFJ, il peut être utilisé par logarithme de N moins DFJ sur DFJ. Ce sont des formules toujours, c'est-à-dire qui sont extraites des notions des statistiques, de la probabilité statistique, pour mieux définir, bien mesurer la pertinence des documents dans le corpus. Donc, vis-à-vis, c'est-à-dire des autres documents. Donc, on peut toujours, dans un exercice ou bien dans un problème, on peut utiliser une des trois formules, cette formule, ou bien celle-là, ou bien celle-là. Très bien. Et bien sûr, c'est-à-dire pourquoi il y a plusieurs formules pour le calcul d'une seule pondération IDF. Comme je le dis toujours, c'est selon le thème. Il y a des gens qui font des recherches et ils essayent plusieurs formules dans le but d'avoir, c'est-à-dire un résultat plus exact vis-à-vis de leur thème ou bien de leur problème ou bien de leur exercice. Donc pour le calcul de l'IDF, on peut utiliser une de ces trois formules. Maintenant, on a parlé, donc le TF-IDF était utilisé pour le calcul du poids du terme dans un document. Maintenant, on va voir le calcul du poids du terme dans un vecteur requête. Vous voyez? Donc ici, c'était, c'est-à-dire le TF-IDF, c'était le calcul du poids du terme ici dans le vecteur document. Maintenant, on va voir le calcul du poids d'un terme dans le vecteur requête, toujours dans le modèle VSM. Donc, pour traiter une requête, on utilise la TF ou la TF-IDF. Une requête est pondérée selon le TF-IDF. Donc, la requête est traitée de la même manière qu'un document. Donc, comme on a utilisé le schéma TF-IDF dans le calcul du poids du terme dans un document, la même chose pour la requête, pour le poids de la requête. Donc, on va utiliser le poids du terme de la requête. Donc, on va utiliser le schéma TF-IDF pour calculer le poids du terme dans une requête qui est WQJ. Donc, en général, on choisit entre ces deux variantes. Donc, ce sont deux variantes que j'ai empruntées, bien sûr, de la littérature, comme la référence 1. Donc, on peut utiliser une des deux formules, WQJ, qui détermine le poids du terme J dans la requête Q, est égal à 1 si le terme TJ appartient à la requête Q, bien apparaît dans la requête Q, il est égal à 0 sinon. Deuxièmement, le WQJ il peut être aussi utilisé, c'est-à-dire calculé en utilisant la pondération
IDF. Donc il peut être égal à IDFJ, c'est la pondération globale du terme DJ si le terme TJ apparaît dans la requête, est égal à 0,6. Vous voyez, donc on peut utiliser ces deux formules pour, c'est-à-dire calculer le poids du terme dans le vecteur requête. Donc une fois on a ces des poids, c'est-à-dire les poids, on a le poids WIJ, c'est-à-dire qui est le poids du terme dans un document, d'accord, qui est calculé par ces formules-là, et on a le poids du terme dans le vecteur requête. Donc on a les composants des deux vecteurs, le vecteur document et le vecteur requête. Donc on peut passer à la fonction de correspondance ou bien au calcul de la similarité pour pouvoir classer nos documents. Donc ce calcul de la similarité ou bien la mesure de la pertinence pour le modèle VSM, il va être comme suit. Donc pour mesurer la pertinence dans le modèle VSM, ou bien la pertinence, elle est traduite comme une similarité de vecteurs. Donc puisqu'on a la notion de l'espace vectoriel et on a des vecteurs, donc on va utiliser les formules de calcul de similarité de vecteurs. Donc un document est pertinent à une requête si le vecteur associé au document est similaire au vecteur associé à la requête. Comment? C'est-à-dire de façon plus lisible. Le traitement d'une requête, ici je corrige toujours, c'est pas SCD, très bien. Le traitement d'une requête est basé sur la comparaison des vecteurs documents et requêtes. Donc, dans l'espace vectoriel, plus les vecteurs représentant les documents sont proches du vecteur requête et plus les documents sont similaires. Donc vous voyez qu'ici, sur le plan géométrique, la similarité ou bien la pertinence, elle indique que c'est-à-dire dans l'espace vectoriel, le vecteur document est plus proche du vecteur requête. Donc on dit que le document est pertinent. S'il est loin, c'est-à-dire il est loin par rapport au vecteur requête, donc il est moins pertinent. Donc on va détailler cette notion. Donc on va prendre un exemple pour mieux comprendre. Donc cette figure montre un exemple d'espace vectoriel composé de trois termes, T1, T2, T3. Donc puisqu'on a trois termes du vocabulaire, donc la dimension de l'espace vectoriel est égale à 3. Donc les vecteurs des trois documents D1, D2 et D3, donc on a trois documents et on a une requête Q qui sont représentés par des vecteurs dans l'espace vectoriel de dimension 3. Donc pour tracer, bien pour illustrer le VSM de cet exemple, donc on va tracer un repère à trois dimensions, T1, T2 et T3, et on va tracer les vecteurs des documents D1, D2, D3, bien sûr en utilisant leurs composants WIJ et WQJ, d'accord, et on va tracer le vecteur requête. Bien, une fois qu'on a ces vecteurs-là, donc on va faire ici, c'est-à-dire une mesure visuelle, en regardant, c'est-à-dire l'éloignement des documents vis-à-vis du vecteur Q. Mais après, on va le voir par le calcul, bien sûr, on va faire ça par le calcul. Donc le document, visuellement, on voit que le document D1 est plus similaire, c'est-à-dire il est plus pertinent, bien correspond mieux à la requête Q que le document D3. Pourquoi? Parce que le vecteur D1 ici, il est plus proche du vecteur Q. Vous voyez ici le vecteur D3, il est loin du vecteur Q. Sur le plan angle, on voit que l'angle entre le vecteur D1 et Q, il est plus petit que l'angle entre le vecteur D1 et D3. Ici, tout ça, c'est l'angle entre tout ça. C'est l'angle entre le vecteur, ici, c'est l'angle entre le vecteur Q et D3. On voit qu'il est plus grand que le vecteur entre le document D1 et Q. Donc, puisque l'angle est plus petit, donc le D1 il est plus proche de la requête, c'est-à-dire le vecteur D1, il est plus proche du vecteur requête Q, donc on dit que le document D1 répond mieux à la requête, donc il est plus pertinent vis-à-vis de la requête Q, et que le 3 il est moins pertinent. Donc le document D1 est plus similaire à la requête Q que le document D3, car le vecteur D1 est plus proche au vecteur Q que le vecteur D3, bien sûr en voyant l'angle θ. On va utiliser ici, j'ai fait cette comparaison en utilisant la similarité cosinus, et puis on va voir par la suite qu'il y a plusieurs formules pour calculer cette similarité. L'essentiel, on a compris le sens de la comparaison ou bien du calcul de la pertinence entre le document et la requête en utilisant bien sûr c'est-à-dire les notions de l'espace vectoriel et de l'algèbre linéaire. Donc ici, la pertinence elle est mesurée par le degré, c'est-à-dire c'est selon que le document est proche du vecteur requête ou il est loin. Bien, on va le voir maintenant par le calcul, bien parler des mesures bien sûr, des formules mathématiques.
Donc, la pertinence ici est traduite comme une similarité. Donc, on dit mesure de pertinence ou bien mesure de similarité entre le vecteur document et le vecteur requête. Donc, la pertinence est traduite comme une similarité de vecteur. Parce que déjà, la notion de similarité de vecteur, c'est une notion que vous allez retrouver dans, c'est-à-dire lorsque vous allez réviser l'algèbre linéaire ou bien l'algèbre des espaces vectoriels. Vous allez voir qu'il y a la notion de similarité entre les vecteurs. Donc, un document D1 est d'autant plus pertinent à une requête Q si le vecteur associé à D1 est similaire à celui de la requête Q, c'est-à-dire il est proche de la requête Q. Donc, le calcul de la similarité consiste à calculer le degré de pertinence entre le vecteur de la requête et le vecteur du document et permet de mesurer la ressemblance. Donc, on utilise les fonctions de similarité qui permettent de mesurer la ressemblance des documents et des requêtes. Et bien sûr, dans un but de retourner des documents potentiellement pertinents par ordre décroissant de similarité. Donc, dans le modèle VSM, on va utiliser plusieurs fonctions pour calculer cette similarité qui est la ressemblance entre le document et la requête. Donc, et le résultat, ça va être un ensemble de documents bien sûr ordonnés et ordonnés dans un ordre décroissant. Donc ici, c'est déjà un point important qu'on retient. Le modèle VSM nous retourne une liste de documents ordonnés, qui est le cas contraire pour le modèle booléen classique. On a dit qu'on a déjà vu dans des vidéos précédentes pour le modèle booléen classique que les résultats donnés ne sont pas ordonnés, c'est-à-dire les documents ne sont pas ordonnés. C'est un ordre chronologique, c'est-à-dire anarchique, selon l'existence du terme de le document ou non. Alors que ici, dans le modèle VSM, le résultat donné, c'est un ensemble de documents ordonnés dans un ordre bien sûr décroissant selon le degré de similarité qui est mesuré et qu'on va voir les formules qui vont nous permettre de mesurer ce degré de similarité. Donc bien sûr, il existe plusieurs fonctions de calcul de similarité. On ne peut pas avoir une seule fonction de calcul, c'est sûr, parce que le monde des probabilités statistiques, il est très riche. Donc on essaie beaucoup de formules, toujours dans un but d'optimiser le résultat, d'avoir un résultat plus pertinent, c'est tout. C'est pour ça qu'on exploite la force des probabilités statistiques et des mathématiques, toujours dans un but d'avoir des résultats meilleurs. C'est ça c'est-à-dire le but global de la recherche scientifique. On essaie d'exploiter toutes les formules qui existent pour optimiser les résultats. Donc on ne se contente pas d'un seul résultat. On essaie d'optimiser, c'est pour ça qu'on essaie plusieurs fonctions de calcul de similarité. C'est pour ça qu'il existe plus, et puisque la discipline le permet, c'est-à-dire la discipline probabilité statistique et les mathématiques, ils ont beaucoup de formules. Donc on essaie d'exploiter toutes ces formules pour avoir des résultats meilleurs. C'est ça, c'est-à-dire la réponse à dire pourquoi on a plusieurs fonctions pour calculer la similarité. Pourquoi on ne se contente pas d'une seule fonction. C'est pour enrichir la recherche et avoir des résultats plus meilleurs. Donc, il existe plusieurs fonctions de calcul de similarité. Donc, par exemple, on utilise le produit scalaire. Ici, je dois avoir l'espace. Donc, on peut utiliser le produit scalaire, la fonction bien la mesure cosinus, la mesure de Dice, la mesure de la distance euclidienne, la mesure de Jacquard. Vous voyez, donc, il y a des mesures, il y a des fonctions qui retiennent le nom de leur utilisateur. Donc, Jacquard ici, c'est un chercheur qui a utilisé cette fonction pour avoir des résultats meilleurs. Et le overlap. Donc, lorsqu'on a un problème ou un exercice, on peut faire un choix pour mesurer cette similarité, bien sûr, selon notre étude. On va choisir une formule, on va l'adapter à notre étude, et même on peut utiliser plusieurs formules et faire une étude comparative. C'est toujours bien, et retenir la meilleure. Donc, toujours comme on l'a vu pour les poids, on va le voir pour la similarité, le calcul de la similarité. Donc, on a plusieurs formules. Donc, ce tableau-là récapitule les différentes formules utilisées dans la littérature. Bien sûr, je l'ai emprunté de la littérature 1 qui est citée à la fin de l'exposé. Donc, la mesure de la similarité ou bien la mesure de la fonction de correspondance, bien sûr, elle est utilisée dans la phase de l'appariement, bien le matching. On a vu dans des vidéos antérieures que l'appariement, c'est une phase importante dans la conception ou bien dans le processus des systèmes de recherche d'information. Donc, l'appariement, il fait la correspondance entre document et la requête pour en tirer les documents les plus pertinents vis-à-vis de la requête.
Donc l'appariement ici, il va utiliser bien sûr les fonctions de similarité pour avoir ces résultats. Donc l'appariement document requête dans un modèle vectoriel ou bien dans un VSM consiste à trouver les vecteurs documents les plus proches du vecteur de la requête. Vous voyez ici, c'est en utilisant la notion de l'espace euclidien ou bien de l'espace vectoriel. Il va voir les documents qui sont plus proches de la requête. Bien sûr, en utilisant ces mesures ici de la RSV. Donc cet appariement est obtenu par l'évaluation de la distance entre les deux vecteurs en utilisant des mesures RSV ou bien la relevance statue-value, c'est-à-dire qui est le score de similarité. Donc cette fonction, bien cette mesure, elle a plusieurs formules pour la calculer et on peut toujours utiliser une des formules ou bien essayer beaucoup de formules et faire une étude comparative pour en retenir la meilleure. Donc il y a plusieurs façons de calculer la similarité via la RSV du tableau, donc le tableau ci-dessous, dans les plus utilisés. Donc on a par exemple, on peut utiliser le produit scalaire. Donc on sait que le produit scalaire, c'est une notion dans l'espace vectoriel. On peut faire des opérations entre les vecteurs, des opérations d'addition, de multiplication, de multiplier un scalaire par un vecteur, etc. Toutes ces notions-là, on les récapitule ici ou bien on les retrouve ici dans le modèle VSM. Donc c'est important, si l'étudiant veut mieux comprendre ces formules-là, il doit faire une petite révision sur l'algèbre linéaire de l'espace vectoriel pour mieux comprendre ces formules-là. Donc on peut utiliser la distance euclidienne, les mesures cosinus, la mesure de Dice, de Jacquard, le coefficient de superposition qui est le overlap. Toutes ces formules-là sont des formules qui se trouvent dans l'algèbre de l'espace vectoriel et qu'on va les utiliser ici dans le calcul ou bien dans le calcul de l'appariement document requête, qui est c'est-à-dire le calcul de la correspondance entre le document et la requête. Bien sûr, vis-à-vis des termes d'indexation ou bien des termes du vocabulaire. Donc ici, on va voir ici qu'il y a ce symbole-là qui est le point. Ici, on voit ici aussi le symbolisme d'un vecteur. Donc un vecteur, il a un nom et on voit ici une flèche sur le nom ça veut dire que c'est le vecteur document. Et Q flèche, c'est le vecteur requête. On voit ici le point. Ce point-là, c'est un produit scalaire. Ou bien c'est-à-dire le produit scalaire qui est une opération très importante dans l'espace vectoriel, c'est-à-dire le calcul entre vecteurs. Donc j'ai pris ici la peine de vous reprendre un petit rappel sur le produit scalaire. Je corrige ici, c'est scalaire. J'ai oublié le A ici, bien. Donc j'ai emprunté ce rappel-là de la bibliographie 5, c'est Wikipédia. Donc le symbole point ici qu'on retrouve dans la majorité des formules, le point ici, c'est un produit scalaire. Donc c'est quoi un produit scalaire? C'est-à-dire le produit scalaire entre vecteurs, on appelle produit scalaire ou bien en anglais dot product. Donc je vais ici lire ce petit rappel. Donc en mathématiques et plus précisément en algèbre et en géométrie vectorielle, le produit scalaire est une opération algébrique s'ajoutant aux lois s'appuyant aux vecteurs. Donc c'est des opérations de calcul sur les vecteurs. Donc c'est une formule bilinéaire, c'est-à-dire entre deux vecteurs, symétrique et définie positive. Donc à deux vecteurs, elle associe un scalaire, c'est-à-dire un nombre tel que ceux qui définissent cet espace vectoriel. Donc, bien réel, pour un espace vectoriel réel, c'est-à-dire les mesures sont réelles. Donc, on a deux vecteurs U et V. Vous voyez donc la nomination, bien la notation d'un vecteur, c'est un nom, une lettre, avec une flèche dessus. Parce qu'un vecteur, il a un sens. Donc, bien une direction, si je puisse dire correctement. Donc, on a deux vecteurs U et V, qui sont deux vecteurs d'un espace vectoriel E, sur le corps R. Donc, on est dans le monde, c'est-à-dire dans le espace vectoriel réel. Nombre réel. Alors le produit scalaire de U par V est un scalaire, c'est-à-dire un élément de R, donc c'est un nombre, noté U dot V. Donc le dot ici, ça veut dire dot product, ou bien le produit scalaire. Donc on peut dire dot, de façon, c'est-à-dire directe. Donc on va noter U dot V, d'accord, avec un point, ou bien il y a une autre notation, c'est une barre, ou bien, c'est-à-dire
une barre avec deux crochets, etc. Ou bien c'est-à-dire ici vous voyez ce symbolisme-là, une virgule. Donc toutes ces notations sont valables. Donc le produit scalaire U point V, c'est la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois le cosinus qui est entre le U et le V. Donc vous voyez qu'il faut réviser que veut dire une norme, que veut dire un cosinus, le produit entre deux vecteurs, etc. Donc le produit scalaire, c'est ça la formule qu'on va utiliser, qu'on utilise ici dans ce tableau-là. Et ici, on a utilisé, parce qu'ici, on a utilisé la sommation, parce qu'on a détaillé la notion de norme. Vous voyez? Donc, c'est le produit scalaire, ou bien le dot product entre le U et le V, c'est la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois le cosinus U fois V. C'est-à-dire le produit des normes des vecteurs UV par le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. C'est l'angle qui est entre les deux vecteurs. Donc, par exemple, ici, on prend un exemple illustratif géométriquement. Étant donné des points O, A et B. Donc, on a trois points. Le O qui est l'origine, le A et le B. Donc, on va considérer les vecteurs OA et OB. Vous voyez bien. Donc, lorsque les vecteurs sont non nus, donc on a des vecteurs non nus, le produit scalaire est le nombre de OA fois OB fois cosinus θ. Le θ, c'est l'angle qui se trouve, qui est entre le vecteur A et le vecteur, c'est-à-dire le vecteur OA et le vecteur OB. Vous voyez? Donc, où θ représente une mesure de l'angle géométrique AOB. AOB. Donc, si l'un des vecteurs est nul, alors le produit scalaire est nul. Dans tous les cas, on note le produit scalaire OA dot OB. Vous voyez? C'est ça, c'est pour... j'ai fait un rappel sur ce point-là pour que les étudiants comprennent mieux comment j'ai obtenu cette formule. C'est bien sûr en utilisant le produit scalaire entre deux vecteurs et puis en détaillant la formule du calcul de la norme d'un vecteur qui est symbolisée par ces deux barres. Vous voyez? Donc c'est très important pour comprendre que c'est des formules qu'on a empruntées à l'espace, c'est-à-dire à l'algèbre linéaire de l'espace vectoriel. Très bien. Donc ce rappel-là est terminé. Donc en général, je donne une remarque. Donc globalement, on utilise, donc vous voyez ici qu'il y a plusieurs mesures, mais généralement, on utilise la mesure cosinus, c'est-à-dire que c'est une mesure qui donne de très bons résultats. Donc généralement, on utilise cette mesure-là dans la majorité des cas, mais ça n'empêche qu'on peut toujours essayer les autres formules. Ça peut donner des résultats meilleurs selon notre problème, bien sûr. Donc, la similarité cosinus, ou bien la mesure cosinus, est plus utilisée pour mesurer la proximité des vecteurs dans l'espace vectoriel de dimension n. Pourquoi? Il y a des raisons pour cela. Premièrement, parce qu'il y a une indifférence dans la longueur, la norme des vecteurs. Lorsqu'on utilise, c'est-à-dire le cosinus, il y a une certaine indifférence entre, c'est-à-dire on ne prend pas en considération la longueur des vecteurs. Elle est maximale si les vecteurs sont sur la même direction. Donc si par exemple on a les vecteurs requête et le vecteur document qui ont, c'est-à-dire entre eux, ils ont un nom qui est égal à 0, donc le cosinus est égal à 1. Donc ici, la similarité, elle est maximale, la pertinence, elle est maximale. Elle peut être minimale si les vecteurs ont des directions orthogonales, c'est-à-dire s'ils n'ont pas de termes en commun. Donc ici, elle est égale, c'est-à-dire c'est la plus minimale possible. Donc en général, puisqu'on utilise le cosinus, et un cosinus, il a ses valeurs entre le 0 et le 1, donc l'utilisation de la mesure de similarité cosinus, elle varie généralement entre le 0 et le 1. Donc la pertinence d'un document vis-à-vis d'une requête est reliée à la mesure de similarité des vecteurs associés à la requête et au document. Donc c'est ça la notion de similarité dans le vecteur, dans le modèle de recherche d'information qui est le VSM, le modèle d'espace vectoriel. Bien. Une fois qu'on a terminé les notions de calcul de c'est-à-dire la notion on a présenté le modèle VSM sur le plan concept et sur le plan calcul ou bien mesure. Maintenant, on va passer aux avantages, aux inconvénients de ce modèle. Donc, c'est un modèle qui a beaucoup d'avantages parce que la pondération utilisée dans ce modèle-là, elle améliore les résultats de recherche. La mesure de similarité permet d'ordonner les documents selon la pertinence vis-à-vis de la requête. Vous voyez que ici, l'ordre est pris en considération. Donc, les documents retournés sont donnés dans un ordre de pertinence, bien sûr, décroissant selon la similarité. Et on a le modèle VSM est un modèle simple à adapter parce qu'il utilise l'algèbre linéaire. Et l'algèbre linéaire, elle est simple à comprendre et à interpréter et même à implémenter, c'est-à-dire à programmer. Le langage de requête est simple. On a une liste de termes et bien sûr une liste de termes avec leur poids. Son efficacité dépend de la qualité de représentation. Bien sûr, c'est-à-dire pour avoir des résultats efficaces, c'est selon le vocabulaire utilisé, c'est-à-dire qui sont
l'ensemble des termes d'indexation et bien sûr le schéma de pondération, c'est-à-dire les différentes fonctions de calcul des pondérations. Donc les documents sont retournés dans un ordre décroissant de leur degré ou score de similarité avec la requête. Très bien. Donc un des avantages, c'est qu'il nous retourne le résultat ordonné. Très bien. Maintenant, les inconvénients du modèle. Donc, la représentation vectorielle suppose l'indépendance entre les termes, c'est-à-dire les exigences du modèle VSM, c'est que les termes d'indexation, bien des vocabulaires, sont indépendants. Il va considérer les termes indépendants. Alors que dans la réalité, on peut avoir des termes qui ont une relation sémantique. Par exemple, le terme véhicule et automobile, ça signifie la même chose. Donc, il y a une certaine sémantique entre ces deux termes. Donc, dans le VSM, il considère que le véhicule et automobile sont distincts, sont différents. C'est un des inconvénients du modèle, c'est qu'il ne prend pas en compte la sémantique, qui est quelque chose d'important dans le domaine de la recherche d'informations. Donc on va voir qu'il y a toujours des extensions pour prendre cette notion de sémantique en considération. Bien, ici je vous donne le modèle VSM de base. Donc on a vu ici dès le début qu'il considère c'est-à-dire ici que l'ensemble T qui est le vocabulaire qui est formé des termes T1 jusqu'à Tn, des termes d'indexation, il va les considérer distincts, différents. Donc c'est un des inconvénients du modèle. Bien, donc une fois qu'on a vu les inconvénients et les avantages, donc on va essayer de faire un exercice d'application pour mieux comprendre ces différentes notions de calcul. Donc on va considérer un corpus simple qui est formé de 2 documents. Ce n'est pas le cas dans la réalité. On a dit que les corpus sont volumineux, c'est de la big data, qui peuvent contenir des millions de documents. Et ici, puisque c'est un exercice illustratif, donc on va se contenter de 2 documents pour mieux comprendre les étapes du processus de ce système de recherche d'informations en utilisant le modèle vectoriel. Donc on a 2 documents D1 et D2, plutôt 3 documents, donc je corrige ici, donc soit 3 documents D1, virgule D2 et D3, bien sûr qui sont représentés en utilisant la représentation du modèle VSM parce qu'on est dans le modèle, c'est-à-dire on utilise le modèle VSM. Donc on a ces 3 documents, donc vous voyez que je respecte la représentation du document dans ce modèle. Donc on a le nom du document égal, j'ouvre la parenthèse, et ici ce sont les différents poids des termes TJ vis-à-vis du document D1. Donc on a 1, ça veut dire que c'est le poids du terme T1 dans le document D1. Donc, il est égal à 1. Vous voyez? Ici, par exemple, le document D2. Ici, le 3, c'est le poids du terme T1 dans le document D2. Donc ici, on a normalement la dimension du vocabulaire, si on peut déduire ici la dimension de l'espace vectoriel, c'est combien? Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a 6. Donc c'est un espace vectoriel de dimension 6. Parce qu'on a 6 termes d'indexation. Le vocabulaire est formé de 6 termes. Donc on va tracer 6 droites qui vont former l'espace vectoriel de dimension 6. Et on a 3 documents. Et ici, soit les 2 requêtes Q1 et Q2 représentées dans le modèle VSM. Donc on a ici 2 requêtes Q1 et Q2, bien sûr, qui sont représentées selon la représentation du modèle VSM. Donc on a le nom de la requête égale, on ouvre la parenthèse, et on va citer ou bien lancer les composants du vecteur requête qui sont les poids des termes TJ dans la requête Q1. Donc ici par exemple 2 veut dire le poids du terme T1 dans la requête Q1. Ici le 0 c'est le poids du terme T6 dans la requête Q1. Et la même chose pour le Q2. Bien. Donc les questions de l'exercice sont les suivantes. Premièrement, on voudrait représenter la matrice terme document, puis la matrice terme requête, et puis calculer la similarité. Ici, on va utiliser 2 similarités, ou bien 2 fonctions différentes pour le calcul de la similarité, bien sûr, pour faire une comparaison. Donc, on va utiliser la mesure cosinus et la mesure par la distance euclidienne. Et puis, on va en tirer quels sont les documents pertinents, bien sûr, vis-à-vis de chaque fonction de mesure de correspondance. Bien, donc je vais répondre aux questions. Donc, premièrement, la matrice de termes document. Donc, on a dit que c'est une matrice qui est formée comme suit. Les listes sont les documents et les colonnes, ce sont les termes, donc du vocabulaire. Donc,
puisqu'on a 3 documents, donc c'est D1, D2, D3, 3 lignes. Et puisqu'on a 6 termes, donc on a 6 colonnes, T1, T2, T3, T4, T5 et T6. Et bien sûr, les éléments de la matrice, ce sont les poids de chaque terme vis-à-vis de chaque document. On voit ici 3, je l'ai emprunté ici de la représentation. Donc 3 ici, c'est le poids du terme T1 dans le document D2. Donc je le récupère ici dans la matrice 2, 1. Bien. La même chose pour les termes requêtes, dans la matrice termes requêtes, on a 6 termes et 2 requêtes, donc 2 lignes et 6 colonnes. Donc 2 ici, c'est le poids du terme T1 dans la requête Q1. Donc c'est très simple et très facile. Bien sûr, à condition que l'étudiant connaît la notion de matrice, c'est très important. C'est un concept mathématique dans l'algèbre. Maintenant, comment on va calculer la similarité, la question 3. Donc on va sur les étapes suivantes. Pour calculer la similarité, premièrement, on doit choisir une formule pour la RSV. Donc on va se revenir entre tableaux ici et choisir quelle formule utiliser. Donc puisque l'exercice vous demande de calculer, d'utiliser ces deux, c'est-à-dire ces deux formules, la mesure cosinus et la mesure distance euclidienne, donc on va se contenter de ces deux formules, on va faire une petite comparaison. Bien. Donc, on a choisi la similarité de cosinus et la similarité de la distance euclidienne. Puis, on va essayer d'interpréter. Donc, on va calculer cette RSV, bien sûr, pour chaque document et chaque requête. Donc, chaque DI et chaque QL. Et bien sûr, chaque terme TI, TJ. Donc, puis après, on va interpréter les résultats, c'est-à-dire en faisant des comparaisons entre les calculs pour pouvoir donner les documents pertinents dans un ordre décroissant selon le degré de pertinence bien le degré de similarité. Donc, je vais utiliser ces deux formules-là. Vous voyez, la formule cosinus, donc c'est une formule ici, RSV de D et Q, celui de la requête Q. C'est un produit scalaire, vous voyez ici, DI fois Q sur, c'est-à-dire la cardinalité DI fois Q. Donc, on va la décortiquer ici par le calcul. Donc, premièrement, on va donc, pour chaque document et chaque requête. Donc, premièrement, pour la requête Q1, on va calculer la RSV DI Q1 en utilisant la mesure cosinus. Donc, on va ici, comment dirais-je, on va remplacer les valeurs, chaque valeur de chaque dans la formule et avoir, donc c'est des calculs purs, mais ce sont ces calculs-là qui vont nous donner cet ordre-là. Donc ici, c'est des calculs, mais c'est-à-dire l'explication que j'ai donnée dès le début, c'est pour pouvoir comprendre quel est l'esprit sémantique à travers ces calculs, ou bien derrière ces calculs. Parce qu'ici, on voit que c'est des simples calculs, mais on a, c'est-à-dire bien expliqué, c'est quoi ces calculs-là. Donc, on est parti de la notion de l'espace vectoriel, l'algèbre linéaire, et c'est quoi, comment représenter une requête dans cet espace, comment représenter un document dans cet espace, et comment comparer ou bien faire correspondre un document du requête, bien sûr, dans cet espace. Vous voyez que c'est important, il faut toujours dire qu'on a des calculs, mais il faut comprendre l'esprit utilisé ou bien voulu à travers ces calculs. C'est très important. C'est pour ça que l'étudiant doit bien comprendre son cours sur le plan idéologique, c'est-à-dire les idées à travers le calcul. Bien. Donc on remplace ici, donc on a ici le WJ, le poids du terme J dans le document I, le WQJ, le poids du terme J dans la requête Q, et ici on a la sommation toujours et des carrés, etc. C'est des calculs simples. Il suffit de remplacer. Donc en remplaçant, j'ai trouvé ici des valeurs 1, 0,944, 0,113. Donc ici c'est la similarité ou bien la mesure cosinus. Donc ces valeurs-là, c'est le cosinus. Donc c'est sûr pour que l'étudiant se contrôle et c'est-à-dire pour savoir qu'il n'a pas fait d'erreur de calcul, parce qu'en fin de compte c'est des calculs, il doit savoir que les valeurs qu'il va retrouver ici en utilisant la mesure cosinus vont être entre le 0 et le 1, parce que c'est un cosinus. On sait que le cosinus et sa valeur c'est entre 0 et le 1. Donc s'il trouve une valeur qui est supérieure à 1, donc c'est sûr qu'il a fait des erreurs, bien inférieure à 0. Donc ici, le 1, donc la première, donc la correspondance entre le document D1 et la requête Q1 est égale à 1. Donc vous voyez, c'est le maximum, c'est la valeur maximale. C'est sûr que c'est un document pertinent. La correspondance entre le D2 et le Q1, c'est 0,8044. Donc c'est moins pertinent que le document D1. Et la même chose pour le D3. Donc comment interpréter ces calculs, c'est-à-dire ces résultats numériques?
le document D1 a le plus grand cosinus, donc répond bien à la requête Q1, c'est-à-dire il est plus proche de la requête Q1, donc D1 est plus pertinent que le document D2 et D3. Donc l'ordre qui va être donné dans ce cas-là, c'est, bien sûr en utilisant la mesure de cosinus, c'est l'ordre D1, D2 et D3. C'est-à-dire le document D1 est plus pertinent que D2 et D2 plus pertinent que D3. Bien sûr, par ordre décroissant, donc la plus grande valeur dit, c'est-à-dire ou bien nous retourne le document le plus pertinent. Donc ici, le classement il est donné dans un ordre décroissant, du plus grand vers le plus petit. Très bien. Donc D1 est plus pertinent que D2, D2 plus pertinent que D3. Très bien. Maintenant, la même chose, on va faire le même calcul vis-à-vis de la requête Q2, donc avec la mesure cosinus. Donc on a trouvé 0 pour D1, 0,188 vis-à-vis de D2 et 0 pour le D3. Donc comment interpréter ces résultats? Puisque c'est 0, donc c'est minimal, c'est la valeur minimale. Donc c'est-à-dire que il y a une relation orthogonale ici, parce que j'ai déjà cité ça, ici dans les inconvénients, les avantages plutôt. Non, c'est-à-dire ici, dans la symétrie cosinus, les avantages de la symétrie cosinus, on a dit qu'elle est minimale si les vecteurs ont des directions orthogonales. Il n'y a pas de termes en commun. Donc, c'est-à-dire les termes n'existent pas dans les documents. Donc, vous voyez ici qu'on a trouvé 0. Ça veut dire qu'il y a une relation orthogonale entre c'est-à-dire ici, orthogonale, c'est-à-dire, comment dirais-je, il y a un angle qui est égal à 90 degrés. Donc, entre le vecteur requête et le vecteur, si je veux dire l'espace vectoriel, ça veut dire ici orthogonal c'est quoi? Que le vecteur requête puis le vecteur document, l'angle en θ est égal à 90. Donc ça veut dire, c'est-à-dire sémantiquement, ça veut dire que il n'y a pas de terme qui se retrouve dans la requête, ces termes-là ne se retrouvent pas dans le document. Donc les termes n'existent pas dans le document. Donc, vous voyez que la valeur elle est minimale, est égale à 0. C'est la valeur la plus minimale. C'est 0. Donc, comment interpréter ce 0? Les documents D1 et D3, puisque le cosinus est égal à 0, donc il est nul. Donc ces documents-là ne répondent pas à la requête, c'est-à-dire les termes de la requête ne se retrouvent pas dans les documents. Donc les documents D1 et D3 ne vont pas être retournés parce qu'ils ne contiennent pas les termes de la requête. Donc on va les exclure. Donc D2 est le seul document pertinent. Vous voyez? Donc l'ordre de documents selon la mesure cosinus, c'est D1. Donc le SRI, le système de recherche d'information, va nous retourner un seul document qui est le D. Vous voyez? Parce que les termes n'existent pas. Donc pour la requête, ce document il n'est pas pertinent. Il ne contient aucun document. Alors qu'ici, on a trouvé des valeurs qui sont inférieures à 1. D'accord? Et différentes de 0. Donc ça veut dire que les termes existent, mais avec un degré de pertinence différent. Ici 1, c'est-à-dire la pertinence elle est grande. Ici elle est moins grande, elle est minimale. Vous voyez? Donc si c'est 0, ça veut dire qu'il faut exclure le document. Le document n'est pas à lister, bien à donner à l'utilisateur. On va lui retourner un seul document qui est D1, qui a un degré de pertinence assez important, qui est le 0,188. Bien. Donc vous voyez que malgré qu'on a des calculs, mais l'interprétation elle est sémantique. Maintenant, on va calculer la similarité, mais avec une autre formule qui est la distance euclidienne. Donc toujours, on va utiliser la formule et on va faire des remplacements ici dans la formule de la RSV vis-à-vis de la distance euclidienne. Donc c'est la somme, la racine carrée de la somme de J allant de A à N, qui est le compteur des termes du vocabulaire TJ, WIJ moins WQJ au carré. C'est très simple. Donc on va remplacer ici, on a trouvé des valeurs. Donc vous voyez que les valeurs toujours on va redonner par un ordre décroissant. Donc c'est sûr que c'est-à-dire le document D1 est plus pertinent parce que le document D1 il a 3,162. Donc la distance elle est minimale. Donc puisque ici on n'utilise pas le cosinus, on utilise la distance. Donc puisque la distance minimale, ça veut dire que le document il est plus proche de la requête. Donc c'est le document le plus pertinent. Vous voyez que c'est-à-dire l'idéologie est différente. Ici si la valeur elle est grande, le document il est pertinent. Ici, si la valeur elle est petite, le document il est pertinent. Parce que ici c'est la distance et ici c'est le cosinus. Vous voyez la différence? Elle a un lien avec les concepts de l'espace vectoriel. Donc il faut respecter cela. Donc,
Donc, pour moi, c'est important que l'étudiant, malgré lorsque, par exemple, dans un exercice d'examen ou bien un exercice de TD, c'est vrai qu'il utilise des calculs, mais un bon étudiant, c'est celui qu'il voit ce qui se passe, bien le côté idéologique, bien l'esprit derrière ces calculs. C'est important. Parce que c'est comme ça qu'il peut être capable de bien choisir la formule à utiliser pour l'adapter à son exercice. Donc ici, puisque la distance elle est minimale, donc le vecteur document D1 il est plus proche du vecteur requête, ici c'est Q2, donc il est plus pertinent. Ici, le 4,242 c'est le moins pertinent et le 4,795 c'est-à-dire il va être donné en dernier. Donc, pour la similarité, bien sûr, euclidienne, bien sûr, on va la calculer pour la Q1 et aussi pour la Q2. Donc, pour la Q1, on remarque ici qu'on a trouvé deux valeurs égales. Donc, les deux documents sont pertinents et ils ont le même degré de pertinence ou bien le même score de similarité. Donc, l'interprétation des résultats, c'est quoi? On va dire que les documents D1 et D2 sont proches au vecteur requête Q1 que le vecteur document D3 parce qu'il a deux virgules. Donc, c'est loin, il est loin. La distance, elle est plus grande. Donc, D1 et D2 répondent mieux à la requête. Donc, ils sont les plus pertinents que D3. Le résultat, il est comment? Bien sûr, en utilisant la distance euclidienne. C'est ou bien D1, D2, D3, ou bien D2, D1, D3. Pourquoi? Parce que le résultat, il est retourné par un ordre décroissant selon le degré de similarité. Ici, puisque c'est égaux. Donc, dire D1 ou D2, c'est la même chose que dire D2 et D3. D2 ou bien D1. Donc, si vous donnez l'ordre dans cet ordre-là, D1, D2, D3, c'est juste. Ou bien D2, D1, D3, c'est juste. Pourquoi? Parce qu'on a deux valeurs égales. Si c'était différent, donc c'est sûr qu'on doit ordonner selon un ordre décroissant, c'est-à-dire du plus petit, sinon dans un ordre décroissant, croissant plus du plus petit vers le plus grand, parce que c'est la distance. Très bien. Ici, c'est important de noter que l'ordre ici, ordre croissant, c'est vrai, hein, c'est important ici, ordre croissant, parce que c'est la distance. Donc, vis-à-vis du cosinus, c'est dans un ordre décroissant. Je récapitule. Pour le cosinus, c'est dans un ordre décroissant. Vous voyez, dans un ordre décroissant. Est-ce que je l'ai noté? Il faut que je le note ici, c'est important. C'est dans un ordre décroissant. Du plus grand vers le plus petit. Parce que si on a un cosinus grand, le document est pertinent. Maintenant, pour la similarité distance euclidienne, donc très bien, pour la similarité euclidienne, l'ordre il est croissant. On va prendre de la plus petite distance, donc c'est le document le plus pertinent, vers la plus grande. Très bien. Il faut faire la différence. La même chose pour le calcul de RSV DIQ2 avec la distance euclidienne. Donc on a trouvé des distances différentes et décroissantes. Donc le document D1 est plus proche au vecteur requête Q2 que les vecteurs documents D2 et D3 parce qu'il a la distance la plus petite. Donc il répond mieux à la requête Q2. Donc D1 est le plus pertinent que D2 et D3. Le plus pertinent, c'est-à-dire qu'il va être dans la tête de la liste retournée. La liste des documents bien sûr. Donc, l'ordre des documents retournés, selon la distance euclidienne, est D1, D2, D3, parce qu'on a ici D1, c'est 3,62, c'est plus petit, D2, c'est 4,242, c'est plus grand que D1, et 4,795. Vous voyez que l'ordre, c'est un ordre croissant, du plus petit vers le plus grand. Très bien. Donc, déjà, on voit ici, en l'utilisation des deux formules, cosinus et distance euclidienne, les résultats sont différents. Donc ici, par exemple, pour le cosinus vis-à-vis de la requête Q1, l'ordre c'est D1, D2, D3. Vous voyez, pour la distance euclidienne, l'ordre c'est la même chose. Pour la requête Q2, l'ordre il a retourné que D1, et vis-à-vis de la requête Q2, il a retourné D1, D2, D3. Donc vous voyez qu'il y a une certaine différence dans les résultats selon la formule utilisée. Donc, comme interprétation finale, on remarque que
Il y a une différence de le résultat de classement des documents selon le choix de la fonction de correspondance ou bien de similarité. Donc, le choix de la fonction de correspondance influe sur le résultat de calcul de la similarité et sur c'est-à-dire l'ordre donné des documents. Donc, il faut être c'est-à-dire efficace dans le choix de la formule à utiliser, bien sûr, selon votre problème. Donc, ça, c'est les différentes références utilisées pour présenter cet exposé. Donc, je vous remercie pour votre, bien sûr, pour suivre cette vidéo et j'espère que c'était assez détaillé. Mais toujours, ça revient à dire que l'étudiant doit faire une petite révision sur l'espace vectoriel qui est la base de ce modèle VSM qui s'appelle le modèle Vector Space Model ou bien le modèle vectoriel. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.